Philippe Bas, donc très célèbre Philippe Bas, président de la commission des lois au Sénat. Et j'ai envie de vous poser une question par rapport à ce que disait tout à l'heure Dominique Régnier. Est-ce qu'une révision constitutionnelle, est-ce que c'est ça qui va permettre de sortir de la crise politique dont vous parliez tout à l'heure? Voilà. Et je pense que tu voudras réagir à ce qui vient d'être dit sur le référendum, sur moins de députés, sur la proportionnelle. Ce serait intéressant de t'entendre. Merci, enfin de vous entendre. Merci beaucoup Isabelle, et merci à Bruno de m'inviter pour votre convention débat de ce soir sur un thème qui évidemment, comme vous tous, m'intéresse particulièrement. Mais je dois dire que je ne vais pas vous donner le moral parce que je suis moi-même très inquiet et je regrette d'être le dernier à m'exprimer. Parce qu'après, un certain nombre d'entre vous vont aller se coucher, les autres, je ne sais pas ce qu'ils feront. Je crains un peu, en réalité, d'être oiseau de mauvais augure. Et je me dis que c'est parce que je vieillis, et quand je m'exprime sur le sujet, on me dit « mais non, c'est qu'en réalité, vous êtes lucide ». Je préférerais que ce soit pour la première raison. Je dois vous dire que... moi, je me souviens de l'époque où je faisais mes études. Et je me disais, c'est merveilleux. On a eu du mal, mais on est arrivé au port. La démocratie française est moderne, elle a trouvé ses équilibres, et vraiment, ça a été difficile. On a eu tant de révolutions, tant de constitutions. Et c'était bien, la stabilité. Le fait qu'on ait un président de la République qui est un gouvernement qui est une majorité. Au fond, on ne s'est pas plaint de ce fonctionnement. Mais aujourd'hui, on a plusieurs sources d'inquiétude. Et si je voulais résumer, je dirais qu'il y en a en tout cas deux qui sont très fortes. D'abord, on a conduit ce système au bout de sa logique jusqu'à tangenter l'absurde. Et on est arrivé à un système de toute puissance exécutive dans lequel il n'y a pas assez de respiration démocratique. Et ce que nous vivons ces derniers mois, c'est précisément le fait que la respiration démocratique, quand on ne l'organise pas, il faut bien qu'elle ait lieu. On cherche son air dans une démocratie, on ne le trouvait plus. Et la deuxième chose qui m'inquiète presque de manière égale avec ce souci de cette toute-puissance exécutive, c'est que la toute-puissance exécutive que nous a léguée quand même le général de Gaulle, il ne faut pas feindre de la découvrir comme si c'était une nouveauté, elle n'est acceptable dans une démocratie que lorsque cette démocratie est régulée par la perspective de l'alternance. Alors vous avez une force de gauche gouvernementale, une force de droite gouvernementale, elles alternent au pouvoir. Et ce faisant, on peut tolérer que la puissance exécutive soit très forte et même imprime un certain nombre de contraintes au travail parlementaire parce que l'opposition est là, qui met sous le regard des Français toutes les défaillances de l'action publique, fait des propositions à l'occasion des critiques qu'elle formule et se prépare à son tour à proposer un projet au peuple français aux prochaines élections nationales. Et ça, c'est très mystérieux parce que c'est ce que nous n'avions pas réussi à faire jusqu'en 1958, où on avait une démocratie régulée par la responsabilité gouvernementale devant le Parlement divisé en un grand nombre de groupes politiques. Et pendant une législature, au fond, à part les forces extrêmes qui ne participaient à aucun gouvernement, eh bien, de la gauche modérée à la droite modérée, parfois avec des compromis qui duraient 3 mois pour faire une réforme,
finalement, les 2/3 des Français, pendant une législature, étaient à un moment ou à un autre représentés au gouvernement pour faire des réformes. Et si vous vouliez prendre des mesures financières difficiles, vous étiez obligé d'avoir une dimension sociale, sinon vous n'aviez pas de majorité. Et inversement, si vous vouliez faire plus de solidarité, alors vous deviez avoir une gestion plus rigoureuse, parce que sinon vous n'aviez pas de majorité. C'était une démocratie régulée par le fonctionnement du Parlement. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Moi, je suis parlementaire. J'aime beaucoup qu'on dégage des espaces plus larges pour le rôle du Parlement, mais dans une certaine limite. Car je crois quand même que c'est important pour la France, pour l'intérêt national, pour sa capacité de négociation dans le monde, pour la continuité d'une politique sur des intérêts vitaux de la patrie, que nous ayons un exécutif fort. Et je vois aujourd'hui que ce système de régulation de la démocratie par l'alternance qui rend supportable une grande puissance exécutive, il est cassé. Il ne s'est pas cassé tout seul, il s'est cassé en partie de notre faute, bien sûr, mais aujourd'hui, le pouvoir actuel repose sur les ruines de ce système de régulation de la démocratie par l'alternance. Et notre travail à nous, ce n'est pas de réviser la Constitution pour rebâtir un système de régulation par l'alternance, car la Constitution, je crois que je vais dans le sens de ce que vous disiez en introduisant votre propos, la Constitution est impuissante pour régler ce problème. Elle peut bien sûr contribuer, plus ou moins, mais ça n'est pas en changeant la Constitution qu'on rétablit un système de régulation par l'alternance, comme il en a longtemps existé sur le modèle anglais en Grande-Bretagne, comme il en existe aux États-Unis avec un système politique radicalement différent, et comme il en existe en Allemagne jusqu'à présent. Mais vous remarquerez que partout dans le monde, ce système qui a fait les beaux jours de la démocratie de la seconde partie du XXe siècle est en train de se gripper. Et c'est un vrai souci pour tous les démocrates que de constater cette difficulté. Alors, si la Constitution ne peut pas le faire, Bruno Retailleau, lui, peut le faire. Parce que si vous voulez rétablir un système de démocratie par l'alternance, alors vous avez besoin de forces d'alternance, de forces républicaines d'alternance. Je crois que notre travail, je le dis, je le souligne au cas où vous ne percevriez pas une pointe d'ironie dans mon propos. Je le dis avec humour, mais parce que parfois on peut mieux faire passer un certain nombre de vérités par l'humour. Voilà. Et je dis ça, excusez-moi, je vous livre le fond de ma pensée. Ce n'est pas le travail de la Constitution, c'est le travail des Français et de leurs élus nationaux que de reconstituer une force d'alternance et de le faire sur la base d'une réflexion qui débouche sur un projet. C'est exactement ce qu'on attend de nous pour que demain, nous ne soyons pas face à un dilemme insupportable entre des extrémistes, d'ailleurs qui pourraient être présents ensemble au second tour, éventuellement, ou un extrémiste et le président sortant. Ce qui est une situation qui, pour la démocratie, n'est pas bonne du tout. Et donc, même si aujourd'hui, on considère que, allez, ne parlons pas seulement de nous, la gauche de gouvernement est par terre et qu'elle aura du mal à se remettre debout en quelques années, ou si nous considérions que la droite est également par terre et qu'elle aura mal à se remettre debout, en tous les cas, je dis, il faut tout miser sur cette refondation et sur ce renouveau, et pas seulement pour nos idées, mais pour la démocratie, pour rétablir le bon fonctionnement de notre démocratie qui est menacée. Qui est menacée, je crois, pour les raisons que j'indiquais, mais parce que aussi nous avons déçu les Français. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si on nous a renvoyés dos à dos et si on a prétendu qu'on allait maintenant faire quelque chose d'entièrement nouveau. Moyennant quoi, quand on applique avec une loupe une grille de lecture à la politique actuelle, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elle est de gauche ou de droite ? Parce que la gauche et la droite, c'est quand même le combustible qui donne son énergie à la démocratie. Et en France, depuis toujours, on ne va pas réinventer ça, ça existe et ça marche. Et je crois que le trouble qui est jeté dans l'opinion et qui correspond de sa part à une attente,
est quelque chose qui nous met actuellement dans une période qui est vraiment, je trouve, très, très dangereuse. J'ai déjà parlé de 9 minutes. Alors, je vais vous dire une dernière chose quand même. C'est le lien de représentation, le lien démocratique de représentation. Moi, j'aime beaucoup le référendum, bien sûr, mais enfin, il m'a parfois laissé de mauvais souvenirs. Et je me dis, le référendum, c'est bien, mais réfléchissez à une chose. Quand vous devez répondre à une question par oui ou par non, vous ne vous sentez pas un peu enfermé parfois? Deuxièmement, il y a ceux qui sont pour le oui, il y a ceux qui sont pour le non. Comment voulez-vous les concilier par référendum? Vous ne pouvez pas les concilier. Le référendum est par définition clivant. Il oppose les Français entre eux, nécessairement. Et quand c'est le président de la République qui pose une question, il les oppose encore plus. Je crois que c'est évident. Et donc, attention, dans une démocratie qui traverse une période de fragilité, à ne pas s'imaginer que c'est par l'utilisation du référendum qu'on va rétablir son bon fonctionnement. Parce que l'avantage de la délibération parlementaire, et croyez bien que je ne plaide pas pour ma paroisse, je crois à ce que je vous dis, je le dis sincèrement, l'avantage de la délibération parlementaire, c'est la prise en compte du point de vue de celui qui ne pense pas comme vous et dont vous avez besoin pour former une majorité. Si bien que quand vous délibérez pour voter une loi, surtout quand vous êtes sénateur, et que cette loi émane du gouvernement, mais que néanmoins vous voulez l'infléchir dans un sens qui vous paraît bon, alors vous négociez. Et quand vous négociez, eh bien, vous réussissez à améliorer les textes. Un référendum ne se négocie pas, c'est à prendre ou à laisser, c'est en noir et blanc, c'est pas en couleur. Et donc, il faut faire attention avec cet espoir qu'une démocratie référendaire serait une démocratie qui fonctionnerait mieux, parce qu'une démocratie qui abuse du référendum est une démocratie qui est portée à sa propre caricature. Et moi, je crois qu'il faut y être attentif. Et il faut savoir qu'un référendum sur une question historique, c'est très bien. Je crois que c'est même nécessaire. Que des référendums à la petite semaine, où vous auriez 25% de participation, là, c'est pas bien. Et donc, quand on réfléchit au référendum, il faut y réfléchir de manière responsable, en voyant bien tous les avantages du référendum, mais aussi tous ses inconvénients. Or, si je parle du lien de représentation, vous êtes dit, il est en train de faire une bifurcation sur le référendum, il nous a annoncé qu'il allait parler du lien de représentation, et ça n'a rien à voir. Mais justement, si. Je pense qu'il faut, notre priorité, ça doit être aujourd'hui d'intensifier ce lien démocratique qui unit le citoyen à son élu. Or, ceci, ce n'est pas la Constitution, pour l'essentiel, même si on peut dégrader ce lien par des révisions constitutionnelles, mais Madame Le Pourrier en a suffisamment parlé, c'est pour beaucoup des mesures législatives. Moi, j'en veux beaucoup au précédent président, car il a toujours fait les mauvaises pioches. En ce qui concerne... pas seulement en ce qui concerne le sujet qu'on aborde ce soir, mais il a fait les mauvaises pioches pour tout ce qui concerne la vitalité de notre démocratie. Quand il fait les grandes régions, vous imaginez les Allemands qui disent soudain « la Bavière, trop peuplée, il y a 12 millions d'habitants, je la coupe en 4 pour faire des régions équilibrées. La Sarre, toute petite, je la mets avec la Rhénanie-Palatinat. » Écoutez, honnêtement... il faut ce que les juristes appellent une affectio societatis pour une communauté dans un territoire est une existence démocratique. Vous ne pouvez pas dessiner des territoires dans le bureau du président de la République. Je crois que c'est impossible. Et vous ne pouvez pas espérer, si vous l'avez fait quand même, en ne suivant pas de bons conseils, vous ne pouvez pas espérer qu'il y ait une cohésion démocratique. Je crois que tout à l'heure, le professeur Régnier évoquait une idée voisine de celle-ci. Je crois qu'il est très important que la démocratie s'applique à un ensemble qui existe vraiment, qui n'est pas créé de toutes pièces, pour lui donner les meilleures chances que, au fond, ce soit l'expression d'une volonté collective qui se fasse dans les urnes. Et donc, les grandes régions, c'est pas bon, ça éloigne le pouvoir des citoyens, surtout avec un mode de scrutin qui est un mode de scrutin incompréhensible. Les grandes communautés de communes en milieu rural, où le pouvoir est exercé par des gens que les citoyens ne connaissent pas, c'est pas bon. Les grands cantons
c'est pas bon. Ça fait beaucoup de défauts qui vont tous dans le même sens. Mais rien n'est pire que les projets actuels, parce que finalement, quand on regarde ce qu'a fait M. Hollande, c'est quand même moins grave que ce qu'on nous prépare aujourd'hui. L'idée que le Parlement marcherait mieux si on devait se partager le travail en étant moins nombreux. Mais dans aucune entreprise, on se dit qu'en étant moins nombreux, on travaille mieux. C'est une idée qui est assez difficile. Si, mais en tout cas, les ouvriers ne pensent pas ça. La véritable difficulté, c'est qu'à un moment, on se dit, mais comment est-ce que l'électeur accède à son élu si on distend le lien? Alors moi, je ne suis pas, je me braque pas, hein, parce que on peut très bien diminuer le nombre, on pourrait aussi l'augmenter. Ça ne changera rien d'essentiel, sauf quand on le diminue trop, quand des territoires seront des déserts démocratiques. Alors je crois qu'il faut faire attention à ça. Vous ne pouvez pas faire vivre une démocratie en distendant le lien entre les citoyens et les élus. Au fond, le temps de député consacré aux citoyens va diminuer quand il y aura moins de députés. Il faut y être attentif. Et je souscris entièrement à ce que disait tout à l'heure Anne-Marie Le Pourrier sur la liste nationale. Indépendamment de la proportionnelle, la liste nationale, c'est des gens qui n'ont jamais à rencontrer un seul électeur, à savoir ce qu'ils ont, nos électeurs, dans la tête, dans le cœur et même dans les reins. Qui, de ce fait, ont une distance considérable avec la France profonde. Je crois que ça, c'est vraiment une mauvaise action contre la démocratie. Je crois qu'il faut bien le dire. Les seuls qui avaient dans leur programme quelque chose qui ressemblait à ça, c'était ce qu'on appelait à l'époque le Front National, qui a changé de nom depuis, mais je continue à les suivre de près, car le Front National avait mis dans son programme un système génial. Vous faites une liste nationale pour tous les députés. C'est vrai que ça facilite la recherche de candidats. Ensuite de quoi, vous dites, comme nous sommes très démocrates, nous appliquons les mêmes règles que le scrutin municipal. Moyennant quoi, la liste qui arrive en tête avec 30% des voix commence par s'approprier 50% des sièges plus 1, puis sur les 50% restants, elle en prend le tiers. Ça, je crois qu'il faudrait le suggérer au président de la République, parce qu'il s'arrête en chemin. S'il veut avoir une liste nationale, c'est plus commode pour un président de la République ou une présidente de la République quand même de la composer soi-même. Ensuite, ça va dans le sens de ce que nous expliquait Jean-Pierre Chevènement tout à l'heure, quand il nous disait qu'on élisait des députés qui représentaient le peuple devant le président, et maintenant le président désigne des députés qui le représentent devant le peuple. Eh bien, cette évolution-là est pernicieuse. Alors, j'ai parlé beaucoup trop longtemps, je m'en excuse, mais vous savez à peu près ce que j'ai sur le cœur en ce moment, mais ça va changer sûrement.